La démocratie est une arnaque. Je sais pas comment le présenter autrement. Si vous n'avez pas de prix à la consommation, vous n'avez pas de prix pour les facteurs intermédiaires de production, si vous n'avez pas de prix pour les facteurs intermédiaires de production, vous allez finir dans un goulag. Je vais même aller beaucoup plus loin. Je vais un peu choquer votre audience. Moi, je suis pour le travail des enfants. Si vous voulez le plein emploi, c'est simple, vous supprimez le SMIC. C'est ce qu'il y a en Suisse et en Suède, par exemple. Comme par hasard, il y a très peu de chômage. Malthus, il disait qu'en gros, quand on était à 2 milliards d'habitants, on allait tous crever de faim. Aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète et on a des problèmes d'obésité. Donc les communistes ont détruit le communisme. Je vous laisse méditer là-dessus. Du coup, la liberté est très dangereuse, le marché est très dangereux, parce que si jamais on laisse notre action sur le monde être le reflet de la demande des abrutis que vous êtes, le monde va devenir une horreur. Par contre, une idée n'est pas une ressource rivale. Si je connais la recette du méchoui d'agneau, ça ne vous empêche pas de faire un méchoui d'agneau. Si vous passez votre temps sur Terre à vous dire que vous êtes entouré d'abrutis, tirez-vous une balle tout de suite. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There is no second best. Bonjour, on se retrouve sur How to Bitcoin. Aujourd'hui, on est encore 3 pour plus de dynamisme. On va voir avec Théo Mogenet, qu'on a déjà vu une fois sur notre chaîne. Donc, le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être d'essayer d'aider les gens qui se retrouvent dans des combats de chiens avec des communistes, au bureau, dans la rue, un peu n'importe où, communistes, socialistes, et qui en fait vont affirmer des choses que tu sais toi au fond de toi que c'est des conneries, mais t'arrives pas à les expliquer et t'arrives pas à avoir le raisonnement logique qui te permet à la fin d'arriver à la conclusion qu'on est en train de te la mettre à l'envers, que c'est des sophismes, et on veut que tu nous aides à nous donner ces armes, ces outils qui nous permettent de développer notre réflexion et de réussir à trouver un petit peu les angles d'attaque pour se démerder. Vaste programme. Vaste programme. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont entre tes mains. Peut-être sauver la France, là. Et sinon, juste avant, être représenté quand même un coup, parce que voilà, même si t'es passé plusieurs fois, on a tendance à vite oublier qui sont nos invités. Donc, vas-y. En plus, il y a ta boîte qui est juste derrière, là. C'est ton moment. Ouais, du coup, je m'appelle Théo Mogenet. Je suis rentré dans Bitcoin essentiellement par le biais de l'économie et la finance. J'ai fait un certain nombre de travaux en accès libre, plutôt de vulgarisation sur l'économie autrichienne, le fonctionnement du système monétaire, du système bancaire, de l'histoire de la finance, l'histoire de la pensée économique, ce genre de sujet-là. Et du coup, j'ai rejoint Bull Bitcoin il y a maintenant 4-5 mois. En tant que DG France pour les accompagner dans le développement de l'entreprise en France, pour lancer l'entreprise qui historiquement est un des premiers échanges Bitcoin, qui s'est lancé au Canada par Francis Pouliot, qui est du coup un entrepreneur Bitcoin franco-canadien. Donc ça lui tenait à cœur de pouvoir offrir ces services-là en France. Donc c'est pour ça qu'il m'a recruté et qu'ensuite j'ai assemblé notre superbe équipe avec Gilles Cadignan, Jimmy et GG. Et du coup, tout simplement, Bull Bitcoin, c'est un broker Bitcoin, un exchange Bitcoin, si vous voulez, Bitcoin only, self-custodial. Donc ça s'adresse essentiellement à des gens qui ont déjà un petit peu cheminé dans le monde de Bitcoin ou des cryptos, qui sont capables de gérer leur custody eux-mêmes. Et on propose aussi d'autres types de services qui sont pas forcément disponibles au début en France, mais qu'on va essayer de ramener, comme Bills au Canada, un service qu'on a au Costa Rica et au Canada, qui est très populaire, qui vous permet essentiellement de payer vos factures directement en Bitcoin. Et en fait, la personne que vous payez va recevoir le paiement en fiat à travers Bull Bitcoin, et vous payez juste un invoice en Bitcoin. Donc voilà en gros pour la présentation. C'est l'heure des questions. La première, c'est la question du monopole. On entend souvent dire que si on libéralise complètement l'économie, qu'on remet tout aux mains des méchants capitalistes, il y aura des monopoles, ils vont pouvoir mettre des prix aberrants, et on va vivre dans le pire des mondes, ils vont s'accaparer toutes les richesses. Qu'est-ce que tu réponds à ce poncif ? Alors, ça dépend toujours de ton interlocuteur. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes, quand tu te rentres dans ces discussions, qui vont être plus ou moins sensibles à différents arguments. Notamment, dans mon expérience, quand tu as des discussions avec des socialistes chevronnés, il y a en général une dimension morale qui les anime beaucoup. Et c'est souvent ça qui les a poussés à développer ces idées politiques, ou en tout cas à avoir ce positionnement politique. Donc ça dépend à qui tu as affaire. Si j'ai quelqu'un d'un peu rompu au sujet économique, etc., en général, ce que je répondrais à ça, c'est qu'il n'y a pas de monopole naturel, il n'y a que des droits de propriété mal définis.
C'est-à-dire que quand on regarde avec un peu de granularité, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue historique, quand vous avez des monopoles, en général, vous allez souvent avoir soit une protection du marché par l'État qui fait qu'une entreprise est en monopole, soit carrément un monopole public, comme ça peut être le cas pour les chemins de fer en France, l'énergie, etc., etc. Ouais. Vous avez des modèles un peu hybrides où, par exemple, en France, avant, on avait un monopole public pour la production énergétique et la distribution énergétique. Et ensuite, on a fait une sorte de faux libéralisme où on a dit, on a toujours un monopole pour la production, c'est EDF. Par contre, on va ouvrir la concurrence pour les distributeurs. Mais ça, c'est pas un libre marché parce qu'il n'y a pas de prix économique, il n'y a pas de droit de propriété dans l'ensemble de la chaîne de production. Donc, c'est quelque chose à mi-chemin entre le monopole public et le libre marché. C'est une sorte de bête informe qui va pas fonctionner non C'est plus. le pire des deux mondes, quasiment. C'est presque le pire des deux mondes, ouais. Et vous avez d'autres situations que les gens imaginent. Par exemple, ils se disent, si c'est quelque chose d'absolument vital, à ce moment-là, il faut pas que ce soit le marché, il faut pas que ce soit le motif de profit qui anime l'organisation de la production dans ce marché-là, parce que on fait subir un risque aux citoyens, etc., etc. Ce qui, à mon avis, est une manière complètement inversée de regarder le problème. Ce qu'on observe dans l'histoire et ce qui me paraît assez logique, c'est que si c'est quelque chose de vital et d'important pour la population, ça va être demandé. Si c'est demandé, il y a des entrepreneurs qui vont vouloir s'insérer sur ce marché-là. Et s'il y a une liberté des capitaux, une liberté des contrats et des droits de propriété bien définis, ce qu'on va observer en général, c'est que l'action des entrepreneurs va faire baisser en tendance à long terme le coût des produits et services fournis, tout en obtenant une amélioration de la qualité. Et donc, pour le welfare, pour le bien social, même pour des biens qui sont considérés comme vitaux, que ce soit la santé, que ce soit l'eau, que ce soit les routes, peu importe, vous allez avoir un meilleur résultat lorsque ces biens sont fournis par le marché que lorsqu'ils sont fournis soit par la puissance publique, soit par un monopole ou en tout cas une sorte de cartel, en tout cas un marché sur lesquels il y a peu de nouveaux entrants qui peuvent concurrencer l'existant. Du coup, je vais peut-être prendre un peu à rebours aussi. Pour être très clair, souvent on considère que la concurrence, c'est un état de l'organisation du marché dans lequel il y a plein de compétiteurs. À mon avis, c'est une mauvaise définition. Une définition que je préfère, c'est il peut y en avoir plus. C'est-à-dire, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Oui. Plus que de dire, par exemple, ici, il n'y a pas 1000 entreprises qui sont en compétition pour fournir un médicament, c'est que c'est pas du libre marché. À mon avis, une meilleure définition, c'est, si je reprends le médicament, par exemple, quand vous avez un patent, quand vous avez un brevet qui vous permet d'avoir le monopole sur la fabrication d'une molécule et donc d'un médicament, etc., par définition, vous utilisez le pouvoir de monopole de la violence légitime de l'État pour empêcher vos concurrents d'exister. Ça, c'est un monopole pur. Si par contre, vous êtes la meilleure entreprise du monde à un certain moment qui arrive à fabriquer une drogue générique, donc sur laquelle il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle, et qu'il se trouve que à ce moment-là, vous n'avez pas de concurrence sur le marché, pour moi, c'est pas nécessairement une situation de monopole, parce que ça peut juste vouloir dire qu'en fait, dans l'état actuel de la demande, de la concurrence, etc., etc., en fait, vous faites un job suffisamment bon pour pas qu'il y ait d'entrepreneurs qui puissent trouver de la rentabilité en venant vous concurrencer. Par contre, si vous commencez à abuser de votre pouvoir d'unique entreprise sur le marché à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de barrière. Si par exemple vous commencez à augmenter vos prix sans que le médicament ait changé, que vous commencez à exploiter un petit peu finalement les consommateurs, bah là vous allez créer une situation dans laquelle quelqu'un va pouvoir gagner de l'argent en vous concurrençant. Et donc c'est quelque chose qui quelque part va presque vous inciter à ne pas faire ça en premier lieu. Une sorte de discipline qui est faite même par des concurrents qui n'existent pas encore. J'ai l'impression en plus c'est vraiment la situation dans laquelle t'as l'arrivée en fait d'une idée socialiste qui va dire voilà là il y a un problème et en fait avant même que le marché s'auto-régule entre guillemets et retrouve une sorte d'équilibre qui est bénéfique pour le consommateur, en fait tu dis non il faut tout de suite un interventionnisme et tu brises la fonction du marché qui se réorganise parce qu'il y en a un qui a commencé à abuser et Ouais, complètement. C'est-à-dire que le discours de l'intervention économique de l'État depuis, au moins la Seconde Guerre mondiale, passe beaucoup par ce que les Américains appellent les market failures, les défaillances de marché. Donc, un candidat politique ou un homme politique va identifier une situation qui, selon lui, est
inefficace, pas optimale, etc. Et donc, il va pointer du doigt une défaillance de marché et va justifier de cette manière-là une intervention dans ce marché-là par l'État. Et très souvent, quand on fait l'effort, qu'ils ne font jamais, parce que la démagogie, c'est plus facile en démocratie, mais lorsqu'on fait l'effort d'analyser les causes sous-jacentes, on va se rendre compte qu'il y a une intervention précédente qui, généralement, explique la situation de marché qui a été décrite en premier lieu. Et donc, le problème qu'on a avec ça, c'est aussi que l'interventionnisme étatique s'auto-entretient. Parce qu'une première intervention va créer des désordres qui, elle-même, va permettre d'analyser une nouvelle défaillance de marché, de créer une intervention successive. Et au bout d'un moment, vous arrivez dans un état de la société où il y a tellement plus de droits de propriété, tellement plus de prix de marché libre, qu'on ne peut pas penser le monde sans l'État. On arrive, pour les citoyens lambda, dans une situation où le gars se dit « Mais attendez, partout où il y a des capitalistes, ça marche mal. » Et donc, il faut vraiment mettre de l'État là où les capitalistes sont pour les tenir au respect, pour garantir que le marché s'organise bien, etc., etc., sans arriver à voir que c'est l'intervention de l'État, sa bride et ces interventions successives qui ont créé cette situation dans le marché qui est observé. Et qu'en fait, on est en train d'essayer de résoudre le problème en créant plus de la cause qu'il a créée en premier lieu, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est l'inversion du discours où on nous inverse cause et conséquence et qu'on nous justifie l'interventionnisme ou toutes les politiques socialistes au nom du méchant capitalisme, alors que voilà, comme tu l'as dit, il y a toujours une source étatique dans le coin. Et si je te donne par exemple un exemple concret, hein, peut-être pour rendre le discours un peu moins abstrait, tu prends la santé en France, et l'hôpital public notamment. C'est un gros sujet en plus. Ça fait depuis du coup la Seconde Guerre mondiale et la libération française que c'est une industrie communiste organisée par l'État, financée par la puissance publique. Et on se rend compte, notamment depuis la crise du Covid, mais c'est un problème qui existe depuis bien longtemps, qu'on a des soignants hyper mal payés, qui sont au bout du rouleau, une bureaucratie qui ne cesse d'augmenter dans l'organisation de l'hôpital au détriment de plus de moyens, de plus de machines, de plus d'hôpitaux, de plus de formations, de plus de médecins. On a un numerus clausus, donc une limitation de la quantité produite des services de santé. Donc c'est comme un blocage de prix. Hein. On a quand même eu l'outrecuidance de dire que des fonctionnaires vont pouvoir déterminer à l'avance quel va être le besoin de santé de la population française dans le territoire à 20 ans. C'est lunaire. Et aujourd'hui... C'est le numerus clausus, c'est vraiment pour ça. Le numerus clausus, c'est l'idée de toujours dire... du mal à exactement comprendre c'était quoi l'idéologie au début quand ils l'ont mis en place. Alors, je suis pas spécialiste du sujet, mais le numerus clausus, si j'essaye de me mettre à la place des gens qui l'ont pensé, je pense que l'idée, c'est de dire si on produit trop de médecins alors que le prix de la consultation est bloqué, en fait, on va avoir des gars désœuvrés qui vont se tourner les pouces toute la journée dans leur cabinet. Et donc, il va falloir arriver à produire un nombre de médecins qui est cohérent par rapport à la demande qu'on aura dans le futur. Donc, peut-être en regardant la démographie, en regardant des choses comme ça. Après, bien sûr, je pense que les auditeurs de votre chaîne savent très bien que c'est complètement illusoire de penser pouvoir prévoir avec autant de granularité la subtilité de l'économie avec autant d'avance. Mais pour revenir du coup à mon point initial, c'était que finalement, la santé est aujourd'hui dysfonctionnelle parce qu'elle est organisée dans un système où il n'y a pas de prix, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de destruction créatrice et il n'y a pas d'alignement entre les intérêts du consommateur et le fournisseur de services. Et aujourd'hui, l'essentiel du discours visant à répondre à ce problème, c'est de dire il faut plus de moyens, il faut plus d'intervention publique, il faut relever le salaire des aides-soignants, relever le salaire des médecins, il faut augmenter le numerus clausus, il faut créer des lits d'hôpitaux, il faut créer des hôpitaux, il faut investir dans les machines ARM et tout ce que vous voulez. Et sans voir que déjà, si vous voulez organiser tout ça et tous ces budgets, vous allez créer juste beaucoup plus de bureaucrates parce que c'est eux qui vont obtenir les budgets, les débloquer, les allouer et créer les structures de contrôle qui font qu'on est sûr que l'argent n'est pas détourné, qu'il n'est pas dépensé n'importe comment, qu'il est affecté aux bons usages qui ont été votés, etc., etc. Et donc, vous allez vous récupérer avec plus du problème initial en essayant de vouloir résoudre ce que vous avez identifié comme un problème d'absence de financement, alors qu'en fait, c'est un problème d'absence de rationalisation de l'organisation de la production. Ouais, en plus, je crois que la stat, c'est 50% dans les hôpitaux, c'est 50% qui travaillent derrière un bureau. Ouais, ce qui est une aberration totale. Mais c'est vrai qu'en fait, je l'avais jamais vu sous cet angle. En fait, la santé publique en France, c'est vraiment une micro-simulation communiste. Mais bien vraiment sûr. Avec un poussé jusqu'au bout. C'est un des rares secteurs, je pense, où on allait aussi loin en France. Et franchement, si vous regardez différentes administrations en France, la Poste, la SNCF, EDF, la santé,
quand on regarde l'extension ad libitum de la bureaucratie dans ces administrations, quand on regarde l'inefficience caractéristique des services, la dégradation des services qu'ils fournissent, l'explosion de leurs dettes, qui, par des tours de passe-passe comptables, ne rentrent pas vraiment dans le calcul de la dette française, mais qui est bien là, parce qu'elle est garantie par la signature française, vous vous rendez compte quand même que c'est les trucs qui marchent le plus mal en France. Et que si vous vous intéressez à comment sont structurées ces administrations, si vous parlez avec leurs hauts fonctionnaires, qui au demeurant sont des gens très intelligents, très compétents, vous vous rendez compte qu'ils se créent les mêmes dynamiques de bureaucratie aveugle qu'on avait en URSS, qu'on avait dans quasiment tous les régimes socialistes, et que parfois nous on trouve ridicule et qu'on a tendance à ironiser. Donc les gars, les commissaires au plan en URSS qui définissaient le nombre de boulons pour l'ensemble de l'URSS, mais franchement, à la Poste, à la SNCF, etc., ils font à peu près la même chose. Hein. Ouais. C'est des types qui ne savent même pas quelle est la vie d'un facteur, qui ne comprennent pas quelle est la réalité de la distribution du courrier et de ses dynamiques, qui vont déterminer des processus très complexes pour savoir comment on va optimiser la gestion du facteur, etc., etc. Ce qui, par définition, ne peut pas vraiment marcher. Non, je suis complètement d'accord. Et moi, je voulais rebondir sur un point que tu avais dit tout à l'heure, et je crois que, Victor, c'était un sujet que tu voulais aborder. C'est le sujet de la propriété intellectuelle, justement. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ce sujet, du coup, d'un point de vue libéral et autrichien? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit être maintenu? Est-ce que c'est sujetti à des conditions? Ou est-ce que, en fait, à partir du moment où on fait une idée, on peut pas protéger vraiment une idée? Parce que de toute façon, à partir du moment où elle est connue, elle doit être réutilisée. Alors pour moi, c'est une arnaque, une arnaque immorale en plus, parce que elle consiste en fait à utiliser du financement public pour protéger une position sur un marché. Le meilleur exemple de ça, c'est Microsoft, vous regardez Excel par exemple. Ça fait 20 ans que ça existe, ça coûte $150 par an, c'est buggé à la mort, ça innove plus, quoi. Enfin, ça a très peu évolué en l'espace de 20 ans. L'essentiel de l'amélioration d'Excel, en fait, c'est l'amélioration des machines sous-jacentes. Et c'est à peu près pareil pour la plupart des produits de Microsoft, sauf que Microsoft, depuis les années 90, sont devenus des rois pour protéger leur code informatique et faire en sorte que ces standards qui sont utilisés par tout le monde et qui font qu'ils ont beaucoup de parts de marché aujourd'hui ne peuvent plus être concurrencés par rien. Et c'est pas une question de capacité d'innovation, hein. Leurs concurrents seraient bien capables de créer des logiciels supérieurs, sauf que ils ont pas le droit de réutiliser certaines parties du code qui ferait que l'utilisateur aurait une expérience sans friction, où on pourrait utiliser un point XLSX dans Excel ou ses concurrents de la même manière que je peux mettre dans ma voiture ou dans n'importe quelle autre voiture d'une autre marque la même essence. Okay. Et du coup, les droits de propriété, pour moi, c'est une énorme arnaque parce que la justification économique de la propriété, ça consiste à dire que quand vous avez des ressources qui sont rivales, c'est-à-dire qui peuvent avoir des usages alternatifs et notamment qui ont une dégradation à l'usage. Donc, si je vous prends un exemple, si par exemple, on est tous les trois là dans ce salon, si on fait rentrer 50 personnes de plus, on va pas avoir la même expérience d'utilisation. Donc, plus il y a de personnes qui ont accès à la ressource, moins l'usage qu'on en fait, moins on en retire chacun d'utilité, pour le dire simplement. Si vous avez une pomme, vous pouvez la manger qu'une fois. Et donc, la plupart des ressources en économie, des biens consommables, des ressources matérielles, des ressources physiques, de l'espace, etc., sont rivales. Et c'est pour ça que le fait d'avoir des droits de propriété, c'est-à-dire un accès exclusif à la ressource, donne une certitude à son propriétaire sur l'usage qu'il peut en faire, et ça lui permet de rationaliser son utilisation, ça lui donne une incitation à entretenir le bien et à l'utiliser. C'est pour ça qu'on voit par exemple qu'en général les zones de l'espace qui sont dévolues, dont la gestion est dévolue à la puissance publique, sont bien moins bien entretenues que votre maison de vacances ou votre propre appartement, parce que vous avez un intérêt, vu que vous en avez la jouissance exclusive, à en prendre soin, à le valoriser, parce que vous allez pouvoir le revendre, etc., etc. Donc tous ces incitatifs, finalement, nous aident à organiser rationnellement la production, à former du capital et à prendre soin de ce capital. Et les droits de propriété sont essentiels pour ça. Par contre, une idée n'est pas une ressource rivale. Si je connais la recette du méchoui d'agneau, ça vous empêche pas de faire un méchoui d'agneau. Si je connais le processus de synthétisation de l'azote pour faire de l'engrais, ça vous empêche pas de créer de l'engrais de la même manière avec le procédé Haber-Bosch. Si je connais la molécule active, le principe actif qu'il y a dans l'aspirine ou dans n'importe quel autre médicament, ça ne vous empêche pas vous-même ou une entreprise concurrente de fabriquer les mêmes médicaments. Et pour le consommateur,
il en bénéficie parce que, encore une fois, plus de concurrence, plus de procédés de fabrication différents, plus d'innovation, plus d'investissement, une concurrence qui fait baisser les prix, donc des produits de meilleure qualité disponibles en plus grande quantité, dans des délais plus courts, avec des meilleurs réseaux de distribution, plus d'innovation, et donc on devrait, en tant que personne équipée d'un cerveau, dénoncer les droits de propriété. Et on a notamment cette idée que si on n'avait pas de droits de propriété, les gens n'investiraient pas. Et en fait, quand on s'intéresse aux droits de propriété, ce qu'ont fait certains économistes autrichiens, notamment dans l'histoire, on se rend compte que y a un anachronisme avec cet argument, parce que une grande partie des développements industriels de recherche pure, donc des gens dans leur garage qui ont inventé la photo, le cinéma, l'aviation, l'automobile, la pétrochimie, la chimie moderne, les vaccins, les médicaments modernes, la pénicilline, etc. Il y a pléthore d'exemples, avaient en fait très très peu de protection. En pratique, par les droits de propriété, même s'il y avait des droits de propriété, c'était quasiment impossible d'avoir gain de cause, vous n'aviez pas les moyens de financer des avocats, c'était très difficile d'aller chercher les gars comme les frères Wright qui étaient au milieu de leur garage, ou Blériot en France qui était pionnier de l'aviation et qui faisait ses trucs dans son coin, dans ses ateliers, etc., etc. C'était pas du tout comme aujourd'hui avec les entreprises cotées qui se font des batailles juridiques pour des procès de dizaines de milliards de dollars avec des cabinets d'avocats hyper bien fournis. Ça marchait pas du tout comme ça. Et en fait, toutes les grandes inventions dont on bénéficie aujourd'hui ont été inventées à l'époque. Donc, probablement qu'on n'a pas besoin de ça pour motiver les gens qui ont le talent de vouloir laisser leur marque dans le monde, d'aller dans leur garage et de tenter des trucs, quoi. Bah, moi, il y avait un aspect qui me vraiment trigger là-dessus. C'était le fait que on met le droit de propriété sur des ressources qui sont rares. Où voilà, une fois que tu l'as consommée, tu peux pas la consommer une deuxième fois, et vraiment. Oui, c'est un bon point d'ailleurs. J'ai dit rival, mais rare et rival. Ouais, rare. Je trouvais que c'était vraiment. Tu te dis, bah oui, en fait, pourquoi tu vas mettre un droit de propriété sur quelque chose que tu peux faire un double clic, copier-coller, et tu le vois très bien sur les ressources que tu as sur ton ordi. Tu te dirais pas, tiens, je vais mettre un droit de propriété là-dessus, parce que de toute façon. Il suffit que tu la partages avec quelqu'un d'autre et poum, il l'a aussi. Et comment tu veux arrêter ça, une idée, tu peux pas l'arrêter juste avec un droit de propriété. Puis je pense que le Bitcoin est un très bon exemple de démonstration, par exemple, de l'avantage que tu as à ne pas avoir de droit de propriété. Dans Bitcoin, c'est plutôt un choix, c'est une culture, parce que ça s'est créé en open source, etc. Moi et vous, les premiers, on crée du contenu qui en général est très peu monétisé, qui est libre d'accès, qui peut être reproduit, on encourage les gens à les réutiliser. Quasiment toute la technologie que nous, on utilise chez Bull Bitcoin est open source. On y contribue, on paye beaucoup de développeurs à contribuer à des projets open source, que ce soit Cyphernode, que ce soit notre mobile wallet qui est complètement open source. On a des pléthores d'exemples d'entreprises Bitcoin qui font exactement la même chose. Le Lightning Network, Bitcoin Core et d'innombrables outils logiciels qu'on utilise dans Bitcoin, nous, tous les jours, ont été développés en open source. Ça n'a pas empêché les entreprises de créer des business prospères à partir de ces technologies-là, parce que en développant ces outils, en fait, elles acquièrent une compétence et une expertise qui vont leur permettre d'avoir un avantage sur leur marché. C'est notre cas, par exemple. Et on ressent pas le besoin, par exemple, chez nous, de se dire, tiens, on va devoir protéger notre précaré par le truchement de l'État et des tribunaux pour éviter d'avoir des concurrents. On se dit juste, non, si on contribue à telle librairie de code, si on contribue à Lightning, si on contribue aux Atomic Swap Liquid, si on contribue à l'analyse des frais on-chain, etc., on sera capable de sortir des outils comme le Bull Bitcoin Fee Multiple, comme notre wallet, etc., etc. Et ça nous donnera une meilleure compréhension de Bitcoin, une meilleure compréhension de ce que les utilisateurs cherchent. Ça nous permet d'échanger avec les autres développeurs, avec les autres boîtes, avec les développeurs qui travaillent sur les projets open source. Et en fait, on est juste bien meilleur dans ce qu'on fait, en profitant de ce bouillonnement dans l'écosystème, dans un environnement où les idées peuvent être échangées et les feedbacks circulent librement, que si on était chacun dans notre petit précaré et qu'on essayait d'imaginer ce que font les autres, de devoir réinventer la roue à chaque fois parce qu'on peut pas réutiliser le bout de code du voisin, etc., etc. Pour revenir à nos socialistes, et en même temps pour rebondir aussi sur un point, tu parlais du partage de l'espace, et que souvent quand c'était privatisé, c'était mieux géré parce que tu as envie que ça soit conservé, que tu puisses le revendre, que tu gardes la valeur. En tout cas, si tu arrives à te projeter dans le long terme et que tu es un humain normalement constitué.
si je pousse un peu le raisonnement, je sais pas, j'imagine que je suis dans une région plus ou moins grande, allez, on va dire l'espace d'un pays, et que je laisse un peu tout le monde comme ça se donner des droits de propriété sur des terres au fur et à mesure, en la transformant, en se l'accaparant. Comment je conserve par exemple une forêt ? Un espace vert où je me dis, vas-y, il y a un écosystème, il y a quelque chose qui... d'un point de vue, peut-être qu'au final je me trompe, hein, mais d'un point de vue en tout cas d'aujourd'hui, je me dis punaise merde, si on n'avait plus aucun espace qui fait plus d'1 hectare avec totalement vierge, on y perdrait quelque chose. Comment de manière individuelle, sans qu'il y ait une coercition de l'État ou ce genre de choses, j'arrive à préserver ça et comment tu l'expliques ? Par les prix. Si tu as des droits de propriété partout. Mettons, on vit dans un état fictionnel que j'invente, où il n'y a pas de puissance publique, il y a des droits de propriété sur le foncier. Donc toutes les forêts appartiennent à des particuliers, des entreprises, c'est des biens privés. Admettons par exemple que ces gens-là trouvent un motif économique à les déboiser, les raser pour construire je ne sais quoi à la place. Si au bout d'un moment, tu n'as plus beaucoup en fait d'espaces sylvestres dans le pays, tu vas avoir moins de production de bois, ça va être difficile de faire de la chasse et que sais-je. Et je suis pas très expert du sujet, mais ce que je sais, c'est que par contre les prix relatifs vont monter parce qu'il va y avoir une rareté qui va s'organiser et que donc ça va inciter les gens à justement prendre soin et entretenir les forêts, les garder en l'état, celles qui restent, voire en replanter d'autres. Alors recréer une forêt, c'est compliqué parce qu'un champ d'arbres, c'est pas vraiment une forêt. C'est vraiment un écosystème vivant. Donc, une fois qu'on l'a détruit, c'est très difficile de le recréer. Mais néanmoins, je pense que ce qui s'applique dans les autres marchés vaut ici aussi. Juste, ça s'articule sur des durées beaucoup plus longues parce que, par exemple, l'industrie du bois et l'industrie de forestière, c'est des investissements en capitaux sur 25, 50 ans. Le temps que l'arbre pousse, etc., etc. Vous en avez pour un moment. Et en fait, à certains endroits, le rendement marginal de la terre pour faire de l'activité forestière va être plus intéressant. À d'autres endroits, ça va être plus intéressant de faire un parking, parce que vous êtes proche d'une zone de population, etc., etc. À d'autres endroits, par exemple, vous allez avoir un intérêt que peut avoir, je sais pas, un hôtel ou, par exemple, quelqu'un qui fait de l'exploitation touristique, d'avoir une forêt pour refroidir l'air, environnement, pour avoir, du coup, une meilleure expérience d'utilisation, finalement, de ses clients. Et donc, ils vont préserver la forêt pour permettre des randonnées, Et en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si c'est valorisé par les gens, il va se trouver un entrepreneur pour avoir l'idée de se dire, tiens, je vais proposer des randonnées dans ma forêt privée. Et donc, je vais prendre un grand soin pour essayer de la préserver. Je vais proposer des parties de chasse. Je vais proposer aux agriculteurs du coin de pouvoir bénéficier de la forêt pour faire des activités fourragères, pour organiser leur pâturage à la lisière, etc., etc. Et donc, à partir du moment où vous avez encore une fois des prix libres, vous allez avoir une réaction à la demande des consommateurs. Et s'ils valorisent les forêts, il y aura des forêts. Ouais. Moi, mais en fait, j'ai l'impression quand même que ce que tu dis, c'est conditionné par une chose qui, nous semble évidente, mais qui de plus en plus me semble pas perçue par tout le monde, c'est qu'il faut quand même partir du principe que notre but sur Terre, c'est d'améliorer les conditions de vie de l'être humain. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on grandisse tous en société, qu'on améliore notre prospérité. Et le problème, c'est qu'à ça, il y en a qui vont te répondre, ils vont te dire oui, mais une forêt, même s'il y a des intérêts pour construire un parking ou que sais-je, c'est la nature, faut pas y toucher. Et qu'en fait, il faut quand même partir d'un axiome qui dit que, soit on privilégie l'être humain, soit on se suicide collectivement, mais il faut moins se mettre d'accord là-dessus pour ensuite en découler le raisonnement que tu mets en avant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens, ils seraient prêts à se laisser crever pour sauver des gorilles. Dans tous ces sujets moraux et philosophiques, on en revient toujours à quelle est la vision de l'homme dont vous partez. Ouais. La vision dont je pars, c'est que chaque individu est absolument unique et doté d'une subjectivité propre et a même une essence propre. Et donc, je ne peux pas me substituer à lui. C'est-à-dire que je peux me mettre dans ses pompes, parce qu'on fait la même expérience humaine, mais je ne suis pas lui. Je ne sais pas ce que vit sa famille, je ne sais pas de quoi il a besoin, je n'ai pas la connaissance absolue, je ne sais pas quelle est la meilleure manière pour lui d'organiser sa vie, je ne sais pas quelle est la meilleure, quelque part, axiologie, quelle est la meilleure hiérarchie morale qu'il devrait poursuivre dans sa vie. Tout ça, j'en sais rien, en fait.
Et effectivement, les gens qui tiennent le discours que tu viens de poser, on remarque, enfin moi, mon expérience, c'est que je remarque souvent qu'ils postulent certaines choses sur l'être humain, c'est que déjà, il est trop con pour savoir ce qui est bon pour lui. Donc par exemple, on va te dire, il faut protéger la forêt plutôt que construire le parking. Sous-entendu, on sait mieux que vous ce dont vous avez besoin, on sait mieux ce qui est meilleur pour le futur de l'humanité, et en fait, du coup, la liberté est très dangereuse, le marché est très dangereux, parce que si jamais on laisse notre action sur le monde être le reflet de la demande des abrutis que vous êtes, le monde va devenir une horreur. Et ça, c'est comment dire, je trouve que c'est un manque d'humilité qui est étonnant. Et c'est une manière, je pense, de vivre qui est particulièrement mortifère, parce que si vous passez votre temps sur Terre à vous dire que vous êtes entouré d'abrutis, tirez-vous une balle tout de suite, quoi. Enfin, si vous avez aucun espoir que, par exemple, les gens peuvent apprendre en faisant des erreurs et que donc il faut leur donner l'espace pour pouvoir les faire sans trop nuire à autrui. C'est pour ça que les libéraux, les libertariens et les économistes autrichiens insistent sur l'intégrité de la propriété, les droits naturels, etc. Mais si vous pensez que les gens ne peuvent pas évoluer et apprendre, déjà, comment est-ce que vous êtes passé de l'enfance à l'âge adulte? Je vous pose la question. Et ensuite, dans ce cas, on va direct au stalinisme. Et c'est une évidence. Si vous postulez ça, si on part de cette hypothèse-là, oui, je vais être d'accord avec vous qu'il faut aller au stalinisme. Mais c'est cette hypothèse-là avec laquelle j'ai beaucoup de mal et qui, à mon avis, est à la fois fausse et mortifère. Et effectivement, ces visions du monde différentes, elles sont en général un point de départ, notamment dans la préservation de la nature. On a cette idée souvent que la nature elle a été romantisée avec le développement du matérialisme, que ce soit autant du communisme que du capitalisme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, par exemple comme Solzhenitsyn, qui sont très intéressants dans l'histoire du XXe siècle et encore aujourd'hui, parce que plus que de dire l'Occident c'est mieux enfin le capitalisme c'est mieux que le communisme et l'Occident c'est mieux que l'URSS, malgré ce qu'il a vécu dans les goulags et ce qu'il raconte dans l'archipel du goulag, il a passé ensuite, après qu'il soit parti de l'URSS et qu'il soit installé au Vermont, il a passé beaucoup de temps quand même à essayer de mettre en garde l'Occident sur le matérialisme. C'est-à-dire le fait de guider sa vie uniquement sur des motifs matériels. Et aujourd'hui, même chez des gens on a l'impression que sont les alliés de Bitcoin ou des libéraux, etc., il y a toujours cette vision de l'économie, de la politique et de la société où tout doit être organisé pour maximiser notre puissance matérielle. Et je pense que ça, c'est plutôt une conséquence, un bénéfice collatéral, on va dire, du capitalisme. Mais l'essence même de la chose, c'est plutôt de dire non, ça doit permettre la liberté. Parce que vu que chaque être humain est créatif et unique et que le futur est incertain, on ne peut absolument pas savoir de quoi il sera fait. Et donc, en permettant aux gens de se développer en tant qu'humains, de comprendre qui ils sont, de développer une vie morale, d'être responsables par eux-mêmes, etc., on va quelque part leur donner un destin humain qui est vraiment à la hauteur de ce que c'est l'essence humaine et l'expérience humaine. Ouais. C'est une manière, par exemple, j'ai envie de dire quasiment de refaire rentrer l'âme humaine dans des questions qui aujourd'hui sont parfois purement posées sur le plan matériel et qui du coup font qu'on va avoir tendance à développer ces visions de l'homme et à se penser comme des machines, comme des moyens, comme des ennemis, comme des menaces, alors que si on regarde notamment l'histoire de la civilisation occidentale, c'est très très nouveau qu'on se regarde les uns les autres comme ça. Ça date en gros du XXe siècle. Avant ça, même chez des économistes, des méchants gens de droite, des matérialistes, etc., on a cette espèce de respect quand même de la vie humaine et de l'individualité que je trouve on retrouve plus aujourd'hui, ni dans la pensée, on va dire mainstream socialiste, et aussi dans la pensée mainstream capitaliste. Ok, ouais. Ouais, c'est intéressant comme vision. Il y a un autre point, moi, sur lequel je voulais revenir et dont on entend beaucoup parler, et j'ai l'impression que c'est une préoccupation principalement socialo-communiste, c'est le fait que on vit sur une planète avec des ressources finies, plus ou moins, plus que moins, j'ai l'impression, et on entend dire, voilà, c'est fini, si on se met pas tous d'accord aujourd'hui
sur comment est-ce qu'on va les utiliser, que ce soit le pétrole, l'eau ou je ne sais quoi. Bientôt, ce sera peut-être l'oxygène. Si on ne se met pas tous d'accord, si on ne le rationne pas dans le futur, et si on ne décide pas de comment est-ce que ça va être distribué, produit, administré, on va finir par tous crever, parce qu'on va tout gaspiller, et parce que de toute façon, les capitalistes actuels, et même d'avant, sont beaucoup trop cons pour l'utiliser utilement, donc on va continuer à brûler du pétrole pour se déplacer, alors que dans 20 ans, il n'y en aura plus et on sera tous morts. Je voulais juste rajouter un point, mais il y a un exemple pour illustrer ça qui est tout le temps donné. C'était une île, là, je crois, dans l'Atlantique, où il y avait un groupe qui vivait dessus, qui n'était pas une très très grande île, et ils s'étaient rendu compte qu'en l'espace de, je sais plus, 100, 200 ans, en quelques générations, ils avaient pris toutes les ressources, parce qu'ils s'étaient pas rendu compte de leur propre finitude, des ressources qu'il y avait sur place, et qu'ils avaient fini par mourir. Je crois qu'ils étaient tous morts de faim, qu'il n'y avait plus aucun humain dessus. Et souvent, c'est l'exemple qui est donné pour dire, voilà, ce qui s'est passé à cette échelle, c'est ce qu'on va nous aujourd'hui réaliser sur l'échelle du globe. Et vraiment, quand tu tombes là-dessus, tu fais, oui, il faut que quelqu'un nous administre parce qu'on va tous mourir. Ouais. Je connais pas cette histoire en particulier. C'est l'île de Pâques. Ah oui, ce serait possible. Après, on est dans des sociétés pré-état de droit, quoi. Donc, pour moi, je n'en ferai pas un exemple des dérives du capitalisme parce qu'il n'y a pas de capitalisme. Et moi, l'exemple qu'on me donne, que j'ai entendu, c'est le Japon à l'époque de l'ère Tokugawa, donc 17e siècle à peu près, qui en fait a failli se retrouver, justement pour lier au sujet qu'on avait avant, dans une situation de déforestation extrême. Et c'est le shogun et l'empereur qui sont intervenus pour en gros protéger les forêts, interdire aux gens de déboiser trop, et les ont intimés à trouver des substituts. J'y reviendrai après, mais pour répondre de manière générale à la question d'Alexandre, la ressource la plus rare qui existe sur Terre, c'est le temps humain. C'est la seule qu'on ne peut pas reproduire. Si vous creusez plus profond, vous allez trouver plus de minerais, plus de pétrole. Si vous creusez plus profond, vous allez trouver des nappes phréatiques avec de l'eau potable. Si vous avez plus d'énergie, vous allez pouvoir dessaler de l'eau de mer et recréer de l'eau potable. Si vous avez plus de capital à votre disposition, vous allez produire plus d'infrastructures plus vite qui vont vous permettre d'extraire encore plus vite de ressources, etc., etc. À toute fin pratique, la composition géologique de la Terre fait qu'effectivement, oui, c'est des ressources physiques, elles sont finies, mais on n'a fait que gratter à la surface de la Terre. Je crois que la mine la plus profonde du monde, elle doit faire quelques kilomètres. La profondeur de la Terre, même les premières couches terrestres, ça se compte en milliers de kilomètres, voire en dizaines de milliers de kilomètres. Donc, si on creuse plus profond, si on a plus d'énergie et si on a plus de moyens, on va trouver des ressources. Dire qu'elles sont finies, c'est un truisme. Effectivement, elles sont finies d'un point de vue géologique et d'un point de vue physique. Par contre, d'un point de vue économique, ce qu'on appelle le facteur limitant, c'est-à-dire ce qui va nous empêcher de répondre à la demande qui existe, c'est essentiellement combien il y a de personnes qui peuvent bosser, obtenir ces ressources, les transformer en produits, les apporter sur un marché et réorganiser la production tout le temps. Et vous pouvez voir le développement économique comme la capacité à former du capital et accumuler un stock de capital de manière à pouvoir économiser le plus de temps humain possible dans la production. C'est la seule ressource rare et insubstituable. C'est the ultimate resource, comme disait un économiste dont Simons, dont le nom m'échappait, des années 80, qui avait comme grand opposant un malthusien, donc quelqu'un qui, comme tu le disais, nous expliquait qu'on allait tous mourir puisqu'on allait manquer de ressources si on continuait sur la même trajectoire économique, qui s'appelait Paul Ehrlich. Et pour l'anecdote, ils ont fait un pari entre eux, où en gros Simons a proposé à Ehrlich de choisir 10 commodités de son choix. Donc il lui a permis de choisir n'importe lesquelles sur des commodités donc fongibles, etc. Il y avait quand même des critères. Et il lui a fait le pari que 10 ans plus tard, outre le fait qu'il allait se tromper sur le fait qu'on allait en manquer, on allait en disposer en plus grande quantité et à un prix ajusté pour l'inflation inférieur. Et il a gagné sur les 10 ressources. Et pourquoi Ehrlich s'est trompé en fait? Et Simons a eu raison parce que Simons avait compris que la démographie dans les années 80 allait amener en gros 1 ou 2 milliards de personnes en l'espace de 10 ans sur le marché du travail et que ce surcroît de temps humain passé allait nous permettre d'accumuler un stock de capital
dans une sorte de dynamique exponentielle où l'abaissement du coût de production fait que vous pouvez produire plus avec moins, fait que vous pouvez épargner plus, fait que vous pouvez stocker plus de ressources pour la production, donc former plus de capital et augmenter le stock de capital, et donc être de plus en plus productif dans une dynamique qui s'auto-entretient et qui forme une dynamique exponentielle. Et Ehrlich, du coup, avait pas compris que, en fait, c'est pas le zinc, le cuivre dont on va manquer en premier. Ce dont on va manquer, c'est de cerveau, de bras et de temps humain. Et donc, finalement, à cette critique-là de la finitude des ressources, à cette critique malthusienne qui revient tout le temps, je répondrais déjà que, empiriquement, quand Malthus a formulé sa première critique et a dit que on allait manquer de nitrates pour fabriquer des engrais et que, du coup, on n'allait pas avoir la productivité des sols nécessaires pour pouvoir nourrir la population qui, au début du XXe siècle, commençait à exploser, n'avait pas compris qu'il y a un truc qui est complètement particulier chez l'être humain, c'est qu'il est capable de créer. Et il n'avait pas vu ce qui allait arriver ensuite, c'est-à-dire le procédé Haber-Bosch, qui est un procédé qui permet d'utiliser en fait l'azote qui est dans l'air. 80% de l'air qui nous environne est formé d'azote. Et l'azote, son symbole chimique, c'est N. Et en fait, on peut faire du nitrate d'azote avec de l'azote qu'il y a dans l'air. Et avec ce nitrate, mélangé à quelques autres produits chimiques qui sont assez facilement disponibles, on peut faire de l'engrais. Et en fait, l'azote, donc il y a 80% d'azote dans l'air, mais c'est des liaisons covalentes quadruples. Donc c'est-à-dire que c'est du diazote et les deux atomes d'azote pour former la molécule de diazote, ils sont très très bien attachés. Et donc il fallait trouver un moyen pour pouvoir les séparer. C'est ce qu'a fait Fritz Haber en 1915, qui lui a valu le prix Nobel de chimie, et ce qui a permis de déjouer les prévisions de Malthus. Et Malthus, il disait qu'en gros, quand on était à 2 milliards d'habitants, on allait tous crever de faim. Aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète et on a des problèmes d'obésité plus que de famine. Les gens n'ont jamais eu autant de disponibilité alimentaire et n'ont jamais aussi mal mangé, je pense, dans l'histoire de nos sociétés. Donc, il s'est complètement trompé de A à Z, et tous les gens qui disent ça continueront à se tromper tant qu'ils prennent pas en compte le fait que dans toute équation économique, le facteur limitant, il y a des chimistes qui nous regardent, c'est pareil que dans une réaction chimique, ce sera toujours le temps humain parce que c'est la seule ressource qu'on ne peut pas produire. Vous pouvez pas produire, en fait, de la négantropie sans faire de l'expansion énergétique. C'est pas possible. Ok, ouais. C'est pas moi qui vais te contredire, je suis complètement d'accord. Et je trouve que ça rejoint un point donc j'ai découvert un monsieur qui avait propagé cette idée. C'était, il a eu le prix Nobel en même temps qu'Hayek en 74. Gunnar, je crois qu'il s'appelle quelque chose, un nom comme ça que je fact-checkerai au montage. Myrdal Gunnar. C'est ça, je crois. Et qui avait dit un truc que j'ai lu qui m'avait fait rire. C'est-à-dire que c'était au sujet de l'automatisation et notamment en Afrique, qui avait fait le constat que l'Occident s'était bien développé et que tous les procédés industriels ont permis un fort développement. Sauf que lui, il défendait la thèse que du coup, ça allait créer un chômage de masse et que tout le monde allait se retrouver à la rue. Et du coup, il avait conseillé l'Afrique de ne surtout pas s'industrialiser pour préserver un plein emploi. Et bon, déjà, j'avais trouvé ça très drôle qu'il ait partagé le prix Nobel avec Hayek, parce qu'ils n'étaient pas hyper d'accord sur le sujet. Et du coup, je voulais embrayer là-dessus. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, par exemple, avec l'IA et toutes ces innovations technologiques. J'ai l'impression que de toute façon, tous les 50 ans, tous les 20 ans, dès qu'il y a une révolution, tous les économistes néo-malthusiens viennent dire « Ah, regardez, chômage de masse ». Bref, et que du coup, comment est-ce que tu expliques que ces gens viennent tout le temps, dès qu'il y a une sorte de progrès humain, viennent nous les briser, à nous dire qu'on va tous finir au chômage, et que c'est toujours l'inverse qui se passe, en fait. C'est la même réponse qu'avant, en fait. Ils comprennent pas, justement, la relation, le temps et l'économie, entre guillemets. C'est-à-dire que Keynes, par exemple, déjà, dans les années 30, écrivait que ses petits-enfants travailleraient probablement 20 heures par semaine, voire ne travailleraient plus, seraient incroyablement prospères, etc., etc. Donc, il y a deux facettes à la chose. Il y a l'utopie de se dire, en fait, on va devenir tellement productif grâce à l'automatisation qu'on va pouvoir avoir une vie de loisir et l'économie va fonctionner automatiquement, quelque part. Et il y a la version dont tu parlais qui est les robots vont nous remplacer, on va tous finir au chômage. Donc, sur le premier aspect, c'est ne pas voir que lorsque nos besoins sont satisfaits, un nouveau besoin se génère. La réalité désirante de l'expérience humaine, c'est le fameux tonneau des Danaïdes chez Socrate, etc., etc. Je connais pas.
Hein? Je connais pas. Le tonneau des Danaïdes, c'est une image, c'est un tonneau en fait dans lequel vous le remplissez, mais il ne se remplit jamais. Il n'a pas de fond. Et en fait, c'est une image qui était prise dans un échange entre Socrate et je sais plus qui dans un livre de Platon, où il essayait d'expliquer qu'en fait, le bonheur, c'est pas satisfaire ses désirs parce que c'est une quête infinie. Parce que lorsque tu satisfais un désir, un nouveau se forme et tu cours à la satisfaction de tes désirs, comme le gars qui essaie de remplir le tonneau des Danaïdes. Et en fait, c'est quasiment une punition, quoi. Et du coup, il essaye d'en articuler une autre définition du bonheur, mais bon, là, je pars vraiment hors du sujet. Et l'idée, c'est de dire que voilà, en fait, si vous arrivez à générer, en travaillant 35 heures, vous arrivez à générer le même niveau de prospérité, de richesse, à votre échelle individuelle, etc., et ça s'étend à toute la population, en 2 fois moins de temps. Et donc, l'idée, c'est de dire, vous allez vous satisfaire de la même chose et vous allez décider de travailler 2 fois moins. Peut-être que certaines personnes feront ça, mais la plupart des gens, en fait, auront de nouveaux désirs. Ils vont vouloir le nouvel iPhone, le nouveau truc, voyager plus, avoir de nouvelles expériences, découvrir d'autres choses, pouvoir libérer plus de temps pour développer d'autres pratiques, ça donner une nouvelle activité, et que sais-je encore. On ne manquera jamais de désir ni de créativité. C'est 2 ressources qui sont complètement infinies dans l'expérience humaine. Et donc, je crois pas du tout à la logique qu'il y a derrière le raisonnement que tu tenais. Et ensuite, il y a un deuxième problème il y a une deuxième manière de voir ce même problème qui consiste en fait à dire que à partir du moment où tu vas avoir une révolution de productivité, que ce soit l'automobile, que ce soit l'IA aujourd'hui ou que ce soit le montage en chaîne, en fait, la libération, je reviens à Simons, le temps humain qu'on a réussi à libérer va permettre à ce que d'autres personnes s'occupent à d'autres tâches, toutes choses égales par ailleurs. Si vous remplacez des gens sur la chaîne de production et donc finalement, parce que ces personnes vont pouvoir s'adonner à d'autres tâches, on va avoir à la fois plus de productivité dans d'autres secteurs et de nouveaux secteurs qui vont se créer. Donc on va avoir en surplus des besoins nouveaux et de la demande nouvelle pour des produits qui n'existaient même pas avant. On va avoir aussi des gens qui de l'autre côté vont pouvoir créer de nouvelles méthodes de production, qui vont travailler différemment, qui vont offrir de nouveaux services, etc., etc. Et donc finalement, il y a toujours cet équilibre, enfin cette réaction de l'offre par rapport à la demande et de la demande par rapport à l'offre. Et en fait, les gens qui raisonnent en se disant les machines vont remplacer les humains et vont les foutre au chômage, c'est qu'ils partent du principe que le marché du travail n'est pas un marché. Et ils ne veulent pas se rendre compte que le chômage ne peut être causé que par un blocage de prix. Parce que, encore une fois, le chômage, c'est une situation dans laquelle il y a des gens qui veulent travailler et qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Donc ça veut dire qu'il existe quelque part une situation dans laquelle des gens qui ont une productivité non nulle, tout le monde a une productivité non nulle, n'arrivent pas à convaincre un entrepreneur de leur donner à une certaine rémunération un travail productif. Et tout est dans le à une certaine rémunération. Quand vous commencez votre vie, comme je l'ai fait lorsque j'étais étudiant, etc. Moi, j'ai commencé à travailler, les premiers jobs que j'ai eu, j'étais garçon de café, j'avais aucune productivité, je savais rien faire. Et je travaillais au black pour un salaire qui est en dessous du SMIC. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen dans lequel le restaurateur va pouvoir trouver un intérêt économique à m'embaucher, moi qui sais rien faire, et se dire, je vais prendre un mec qui est moins qualifié, mais il va me coûter un peu moins cher, et moi de mon côté, je vais apprendre, donc je vais gagner en productivité, et je vais pouvoir avoir des jobs qui vont rémunèrent mieux, etc., etc. Je reviens juste sur ce point-là, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis par rapport c'est que le SMIC est une catastrophe, et c'est l'une des principales causes du chômage, et c'est vrai que ça rejoint un point, c'est que le salaire est un prix. Et ça, les gens ont du mal à intégrer le fait que c'est pas parce que tu ne l'achètes pas physiquement que c'est pas un prix qui est pas intégré dans le calcul économique. Moi, ce qui me fascine, c'est que autant que les gens qui soient vraiment complètement de gauche, qui refusent l'économie de marché et tout, tiennent ces discours-là, à la limite, ils sont cohérents. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui se disent libéraux ou de droite ou je sais pas quoi, qui par ailleurs vont me dire si on bloque les prix de l'aspirine, on va avoir une pénurie d'aspirine, mais si on bloque les prix du travail non qualifié, on va pas avoir de pénurie de job. Et en fait, si vous forcez un entrepreneur à payer quelqu'un au-dessus de sa productivité marginale, vous lui demandez de perdre de l'argent. Donc ça, c'est une entreprise de charité. Donc à la limite, si vous voulez, on paye les gens pour leur loisir, on leur donne un revenu universel, et à la limite, ce sera cohérent. Je suis pas d'accord avec économiquement, mais au moins, ce sera cohérent logiquement. Mais en fait, si vous voulez le plein emploi, c'est simple, vous supprimez le SMIC. C'est ce qu'il y a en Suisse et en Suède, par exemple. Comme par hasard, il y a très peu de chômage. Et la Suède et la Suisse, c'est pas des pays qui crèvent la dalle, hein. C'est pas des pays qui sont morts de faim, c'est pas des pays sous-développés, il y a pas un cataclysme économique, ils ont beaucoup moins de chômage qu'en France, la rémunération marginale pour les jobs peu qualifiés ou non qualifiés est bien supérieure.
Un chauffeur de bus en Suisse, il gagne 5 000 francs par mois. Hein. Oui, je confirme. Et en Suède, pareil, le moindre job, genre la caissière de supermarché, etc., vous vivez à peu près correctement dans un des pays les plus chers de la planète. Et en fait, pourquoi ? Parce que finalement, quand vous êtes dans cette situation de plein emploi, c'est les employés qui en bénéficient. Et donc, le fait d'organiser le SMIC ou de caper les salaires, donc de bloquer les prix sur le marché du travail, c'est une rhétorique complètement malsaine qui consiste à dire « je vais protéger le petit prolétariat, les gens qui n'ont que leurs bras pour vivre, etc. » Alors qu'en fait, ce que je fais, c'est que je dis que justement ceux qui sont quelque part économiquement les plus vulnérables parce qu'ils sont les moins qualifiés vont être exclus de la possibilité de trouver un job parce qu'on va empêcher les entrepreneurs de pouvoir leur en donner un. C'est quand même complètement dingue. C'est un caprice bourgeois. Je vais être médisant, mais je pense même que c'est une arnaque syndicaliste. Je pense que c'est une manière pour les syndicats et les gens qui ont la pensée syndicaliste en France, pas que dans les syndicats, hein, de protéger leur pouvoir. Parce que dans une société de plein emploi, ils n'existent plus. Ouais, non, c'est pas le projet. Bah non, bien sûr. Si vous avez regardez les pays où il y a peu de chômage, il y a pas de syndicat. Ouais. Et en fait, je pense qu'une fois que le syndicat existe, il a besoin de perpétrer son existence et donc il doit désorganiser le travail. Ouais. Puis de toute façon, un syndicat, contrairement à ce qu'on croit, ne défend pas les travailleurs. Il défend les intérêts d'un petit groupe de travailleurs qui sont, en fait, ils sont tous en opposition. Voilà, c'est ça. On voit les syndicats comme les sauveurs du prolétariat. Non, ils sauvent ceux qui veulent sauver, et encore quand ils y arrivent. Mais ça ne bénéficie absolument pas à tout le monde. Bien sûr. C'est une forme de c'est toujours une forme de coercition de toute façon. Et je vous invite encore à comprendre qu'il n'y a pas de repas gratuit en économie. C'est pas en imprimant de l'argent qu'on imprime des ressources. Donc si vous voulez accepter qu'il y ait un salaire minimum et que vous acceptez le raisonnement que je viens de faire, donc vous acceptez qu'il va y avoir un taux tendanciel de chômage très élevé, et donc vous acceptez qu'on va tous payer pour ça. Et je pense qu'effectivement, pour la dignité humaine, pour la rationalité économique et pour plein d'autres raisons d'ordre moral, spirituel, économique, tout ce que vous voulez, même de santé publique, il vaut mieux que les gens travaillent et se forment, même si au début ils ont très peu de productivité, que de les payer à rien faire. Ouais, je suis complètement d'accord. Et qu'est-ce que tu fais des handicapés et des gens qui peuvent pas trop travailler, genre qui ont vraiment une incapacité ou même à la naissance quelque chose qui leur permet pas de s'inclure dans le tissu économique. Moi, j'ai pas forcément de problème à ce que ils obtiennent des aides, des choses comme ça. Je pense en plus qu'il y a beaucoup de handicapés qui en fait sont capables de développer une productivité assez forte, surtout dans des économies peu manuelles comme les nôtres. Après, ça dépend si on parle de handicap mental ou de handicap physique, bien sûr. Ensuite, je pense que c'est un problème qui a toujours existé et qui a toujours été résolu par les structures de solidarité émergentes, sociales et naturelles, et pas par la redistribution de l'État-providence. C'est-à-dire que quand vous allez dans n'importe quel village, même encore aujourd'hui, les gens s'entraident, et s'il y a un handicapé, c'est pas finalement grâce à l'État qui a forcé le bistrotier à foutre une rampe à 37,6 degrés à l'entrée de son restaurant que le gars va pouvoir aller au restaurant. Enfin, je sais pas, moi je vois quelqu'un comme ça, je l'aide à rentrer, je lui porte sa chaise, machin, enfin, on fait tous ça. Et puis c'est le rôle de la famille aussi. Et c'est ça, c'est la famille, la communauté, les gens autour de vous. En fait, pour moi, à partir du moment où vous dites c'est l'État qui va s'occuper de vous et qui va vous protéger, vous détruisez le leitmotiv, quelque part, l'intérêt personnel à développer des relations sociales de long terme communistes, c'est-à-dire des relations qui sont pas économiques, des relations où on va pas avoir de prix entre nous, de droits de propriété, on se fait confiance, on s'entraide, etc., etc. Le communisme est une superbe organisation à petite échelle, une catastrophe à grande échelle. Et je pense que l'État-providence a détruit ça. Donc les communistes ont détruit le communisme. Je vous laisse méditer là-dessus. Et effectivement, je pense que pour les handicapés ou toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont un problème dans leur vie, ça peut être n'importe quoi, tu vois, un accident de la vie, etc. Moi, je préférerais pour leur liberté, leur autonomie, etc., et même pour la qualité de leur vie, qu'ils soient incités ou qu'on soit incités à s'entraider les uns les autres à l'échelle très locale, au niveau des communautés, des familles, etc. Et ensuite, le second point, c'est que le SMIC ne va rien changer à ça. L'abolition du SMIC ne va rien changer à ça. C'est-à-dire que, au contraire, si vous êtes handicapé et que vous avez, par exemple, un handicap qui fait que ça diminue votre productivité par rapport à d'autres gens, pour moi, vous allez récupérer beaucoup plus de dignité dans une société. On va vous permettre de travailler, même si c'est pour pas grand-chose. Moi, j'ai plutôt observé beaucoup de gens qui sont handicapés ou qui ont peu de productivité travailler comme bénévoles.
Et en fait, ça leur faisait du bien. Ils avaient envie de le faire. Ils acceptaient de pas être payés parce que ça leur permettait de voir des gens toute la journée, de s'occuper, d'avoir l'impression d'avoir une utilité sociale, etc. Et ça fait énormément de bien. Et du coup, on peut très bien imaginer que à la fois les gens qui ont les moyens aident les handicapés autour d'eux. La charité privée, tout Et simplement. que ceux qui ont très peu de productivité et qui donc du coup ont très peu de revenus et qui par ailleurs ont aussi des handicapés dans leur famille ou dans les gens dont ils sont responsables économiquement, etc., d'une manière ou d'une autre puissent bénéficier d'aides. Mais ça doit pas être des aides qui viennent se substituer à l'emploi. Et ça doit pas permettre de justifier du chômage organisé. Et je trouve que tu as souligné un point important, et c'est valable en fait, mais même pour toute sa forme d'aide, que ce soit le RSA, le chômage, etc. C'est que Je vais même aller beaucoup plus loin. Je vais un peu choquer votre audience. Moi, je suis pour le travail des enfants. Ah bah c'est un sujet dont on discute souvent en plus. Non, je on était pour aussi. Là, avec toute l'équipe Bull Bitcoin, avant de venir, on était en vacances chez moi dans le Vaucluse. Et il y a un petit village à côté. Hein, c'est vraiment, on est au milieu des vignes, il y a quasiment rien. Et il y a un café donc qui vend du café de spécialité, un peu partout dans le monde, un truc un peu bobo à la mode, sympa, tu vois. Tu peux prendre ton café, etc. C'est les parents et 8 gosses. Genre, il y en a 4 ou 5 à eux, plus les gosses du quartier, etc., qui gèrent toute la boutique. Ils ont entre, je pense, 8 et 14 ans. Alors, j'aurais pas demandé, j'imagine, mais ils sont franchement jeunes. Hein. Il y a une super ambiance. Ils se marrent toute la journée. Et je pense que c'est super formateur. Oui. Moi, j'ai fait des petits jobs quand j'étais jeune. Alors, un peu au black, c'était illégal, quoi. Mais ça m'a appris énormément de choses. Et le fait, pareil, qu'on dise, on va protéger l'enfant en l'empêchant de bosser. Ok, c'était peut-être vrai à l'époque de Zola et de Germinal. Parce que quand t'as 8 ans de balancer dans une mine, c'est effectivement criminel. Mais et encore. T'empêcher à 15 ans de vendre des churros sur la plage ou de waxer des planches de surf ou je sais pas quoi, ou de tenir un petit commerce comme le font les enfants dont je vous parlais à Sainte-Cécile-les-Vignes, c'est hyper formateur. Ils apprennent la comptabilité, le calcul économique, le sens du commerce, qu'est-ce qu'attendent les clients, comment organiser la boutique pour que ce soit pas le bordel, comment remplir des stocks, etc., etc. Et ça, c'est des savoir-faire qui sont en fait généralisables à n'importe quelle activité économique. C'est super important de savoir ça. Vaut mieux apprendre ça que la sociologie, la théorie du genre, ou je sais pas quelle autre bêtise, quoi. Puis en plus, je pense que c'est vraiment des années où tu formalises ta conception du monde, mais vraiment au plus profond de toi. Et je pense que si on t'habitue les 15-20 premières années de ta vie à vivre vraiment totalement aux dépens de l'État, à te dire que je peux avoir des vacances de 3 mois, que au final, ma vie, j'ai pas vraiment besoin de travailler, les ressources tombent, le monde est fait de façon à ce qu'il y ait des ressources illimitées. Je pense que c'est vraiment dangereux et ça crée à la fin, de toute manière, une majorité de gens qui n'ont plus qui sont irrationnels, quoi, qui comprennent plus le monde. Bien sûr. Mais on en revient toujours un peu à la même chose, en fait. À chaque fois qu'on bloque les phénomènes émergents, très chers à Hayek, l'ordre émergent, l'ordre social qui se crée par la réponse dynamique aux incitations, aux informations qui se créent, aux interactions dans un monde de propriété, de liberté des contrats, on crée des rigidités qui nous sortent quasiment de l'expérience humaine telle qu'elle devrait être vécue. C'est-à-dire que on se développe mal en tant qu'être humain. On conceptualise, par exemple, aujourd'hui le travail, comme tu le disais, comme une pénibilité, quelque chose qu'on doit faire, même la manière dont les économistes l'expliquent. C'est, vous avez le travail, c'est obligatoire, c'est pour vivre, et après vous avez le loisir. Moi, depuis que je suis chez Bull Bitcoin, il n'y a pas de séparation entre mes heures de boulot et mes heures de loisir. Je suis tout le temps en vacances et tout le temps en train de bosser en même temps, parce que je suis tellement passionné par ce que je fais que de toute manière, quand je suis pas en train de travailler spécifiquement pour Bull Bitcoin, je suis en train de lire un article sur Bitcoin pour essayer de me tenir à jour, je suis en train de regarder les nouvelles discussions qu'il y a, par exemple sur les propositions de soft fork ou je ne sais quoi, ou en train de lire un livre d'économie ou d'histoire, et ça va être utilisé pour mon job entre guillemets. Et je pense que quand on lit par exemple les classiques, on se rend compte que toutes les personnes qui ont adoré leur job toute leur vie on travaille comme ça. C'est-à-dire que je sais plus qui disait si vous trouvez un boulot qui vous passionne, vous travaillerez plus un jour dans votre vie. Et en fait, à partir du moment où on a le conditionnement qu'on disait, parce qu'on a tout rigidifié, c'est tu travailles de telle heure à telle heure, de tel âge à tel âge, pour tel salaire, dans telle branche, et ton contrat il peut contenir que ça, et tes heures sup c'est ça, et d'ailleurs le travail s'organise comme ça, et la production elle s'organise comme ça, et donc d'ailleurs si t'es plus productif que tes petits camarades, on va te taper dessus parce que tu vas quelque part montrer qu'ils sont incompétents et ça va mal se passer, ça va créer une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Vous voyez toutes ces dynamiques là, bah c'est
c'est des choses qui n'ont jamais été créées autrement que par la contrainte. Dès qu'on voit le petit café du coin s'organiser dans le village de 400 habitants, c'est exactement l'inverse qui se produit. Dès qu'on laisse les êtres humains, quelque part, recréer les choses telles que nos ancêtres les avaient découvertes sur le tas par essai-erreur, c'est l'inverse de ce que l'on vit dans notre expérience du travail d'aujourd'hui qui se réalise. C'est des gens qui trouvent des vocations, c'est des gens qui choisissent de prendre des risques, qui, au lieu de passer 10 ans à faire des études dans les mouroirs que sont devenus les lieux d'enseignement secondaire, décident d'apprendre en autodidacte, au contact des artisans, des experts, des gens qui savent faire, qui récupèrent une entreprise familiale ou un savoir-faire familial, qui développent un terroir, qui partent à l'étranger pour développer une compétence, et que sais-je encore. Donc, t'es en train de dire que les communistes, en plus d'avoir tué le communisme, ils ont fait venir sur Terre l'esclavagisme à grande échelle. Bien sûr. Qu'en fait, comme tu le dis, on a vraiment créé le travail, la pire forme du travail, où en fait on y va tous à reculons, on a tous vraiment l'impression d'être esclaves de notre employeur, alors qu'on pourrait être comme un peu toi et moi, d'aller au boulot avec le plaisir parce que y a eu un processus, on va dire, organique où tu arrives et tu te dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux pas rester à me branler toute la journée. Je veux bosser. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Non, c'est un troll. Ce qui va être devant les camps, mais c'est un troll. Non, mais c'est le point que j'essaie de faire. Parce que le travail contraint dans un goulag ou dans un camp, oui, tripalium, machin, oui, c'est horrible, machin, etc. Mais c'est pas comme ça que fonctionne une économie de marché, en fait. Et quand effectivement vous faites ce que vous aimez faire, ce que vous avez choisi de faire avec les gens que vous avez choisis, etc., même si vous n'êtes pas très très bien payé au début, vous vous sentez très libre, hein, et vous allez vous développer très bien. Et effectivement, pour revenir à ce que tu disais, ça se voit bien quand on lit justement Solzhenitsyn, quand on lit Orwell, quand on lit Huxley, quand on lit beaucoup de ces auteurs qui nous ont mis en garde, ou même Hannah Arendt, qui nous ont mis en garde contre la dérive totalitaire et les risques qu'elle admet. Il y a quelque part cette espèce de séquence où on détruit l'économie de marché, on détruit la monnaie, on détruit les prix, on détruit la propriété, on détruit la vérité, on atomise les individus, on détruit le lien social. Ce qui fait que on arrive dans un état de la société où les gens ne se pensent plus, où les gens n'ont plus la même définition des termes. L'amour, c'est la guerre, c'est la paix. L'amour, c'est la haine. Vous connaissez tout ça par cœur. On détruit le logos. On détruit du coup la capacité des gens à se rebeller. Et on crée une forme de docilité quasiment naturelle et qui devient une culture dont on peut mettre des générations à se relever. Et je reprends l'exemple de Solzhenitsyn. Il a passé 30 ans de sa vie à réécrire un dictionnaire russe parce il est parti du constat que l'histoire moderne russe, et notamment la parenthèse de l'URSS, et notamment du stalinisme, avait tellement appauvri la langue russe telle qu'elle était parlée, telle qu'elle était apprise, etc., qu'il fallait absolument pouvoir remettre le logos entre les mains des Russes pour qu'ils arrivent à se penser dans leur histoire, dans leur complexité, pour redevenir libres. Et donc, un type qui a vécu les horreurs du goulag pendant 20 ans, son combat, et qui, à mon avis, est un des types les plus brillants du XXe siècle, ça a été de dire, si on rétablit pas la vérité dans le monde, on va pas pouvoir libérer les hommes. Et je pense qu'il y a un lien entre tout ça. C'est-à-dire que si parfois, quand on parle ensemble, je vous parle d'économie, de philosophie politique, de l'histoire du totalitarisme, tout ça se lie. C'est-à-dire que si vous avez de la propriété, vous allez pouvoir avoir de la liberté d'expression, vous allez pouvoir avoir de la friction, du débat, vous allez pouvoir vous mettre en désaccord sur l'acception des termes, sur leur définition, sur ce qui se passe dans le monde. Et donc, vous allez pouvoir donner du sens au monde. Vous allez pouvoir faire sens de ce qui vous arrive. Et donc, vous allez pouvoir progresser, vous organiser dans cette espèce d'ordre émergent dont on parlait avant. Et ça, c'est une horlogerie d'une précision et d'une complexité incroyable. Aucun esprit ne peut la saisir dans son ensemble. Et donc, dès lors que vous allez mettre des contraintes par la coercition et rigidifier tous ces mécanismes-là, comme dans l'économie de marché et la mésallocation de capital, vous allez avoir des espèces d'êtres humains atrophiés, des gens qui n'arrivent plus à avoir de vie spirituelle, qui n'arrivent plus à se faire confiance, qui n'arrivent plus à penser l'être humain dans toute sa complexité, qui n'arrivent plus à désirer la liberté, qui ont peur de leur prochain, qui quelque part sont déshumanisés. Et en plus, du coup, parce qu'ils sont atomisés, déshumanisés,
est complètement manipulable sont complètement contrôlables. Est-ce que c'est pas le capitalisme et la liberté qui a pas produit ça? Parce qu'en fait, ça a été tellement fort, le succès était tellement grand qu'il nous a fait progresser tellement vite que, on va dire, l'espèce humaine n'est pas adaptée au monde qu'on a réussi à créer. Je t'ai vu venir, toi. Eh ben, écoute, je pense que moi, j'ai beau être économiste autrichien, donc il y a un gars qui est économiste autrichien, mais qu'on range pas dans les économistes autrichiens. C'est un économiste en Autriche, mais qui est pas tout à fait d'accord avec eux surtout. Mais qui pour moi est un des plus grands penseurs de l'histoire en économie, qui s'appelle Schumpeter, et qui notamment a écrit un livre qui est pas très connu en France, je pense, qui s'appelle Capitalisme, Socialisme et Démocratie, et dans lequel Je suis en train de le lire, il est pas mal, mais il est dur. qui articule la thèse suivante, si je schématise beaucoup, parce que c'est un livre de 400 pages à peu près, donc difficile de le résumer si rapidement, dont la thèse serait: le capitalisme est tellement efficace dans sa capacité à générer du bien-être matériel qu'il va détruire l'ordre social et moral qu'il a créé. C'est-à-dire que la vie sociale dans laquelle l'être du 19e siècle, après les Lumières, qui a quelque part une morale chrétienne, qui prend soin de son homestead, qui prend soin de sa famille, de son patrimoine, qui veut transmettre, qui d'une certaine manière et quelque part la structure familiale qui a accouché du capitalisme libéral du 19e siècle, lorsque elle va avoir produit ces effets capitalistiques et avoir permis une telle abondance matérielle, dans le contexte de la démocratie, il va se trouver des entrepreneurs politiques, il va se trouver des politiciens pour promettre de prendre ces surplus pour redistribuer, pour créer de nouvelles écoles, pour donner des poneys roses à toutes les petites filles du pays, pour guérir la faim dans le monde, tout ce que vous voulez. Et donc en fait, pour Schumpeter, l'alliance du capitalisme et la démocratie conduit au socialisme. C'est-à-dire que pour lui, en gros, vous savez le même les hommes forts créent les bonnes époques créent les hommes faibles créent les époques terribles créent les hommes forts. C'est un peu ça mon discours. Et dans cette dynamique, en fait, ce que Schumpeter a analysé, et qui à mon sens est très juste, c'est que ce qui permet la société capitaliste, c'est ces institutions libérales. Droit de propriété, liberté des contrats, c'est toujours la même chose. Séparation des pouvoirs et tout. Et en fait, la démocratie, telle qu'elle est comprise notamment en France, c'est-à-dire la souveraineté du peuple sans aucune limite, en fait, va à l'encontre de ça, parce que ça va à l'encontre des droits de propriété. On va taxer les gens, ou on va émettre de la monnaie pour redistribuer à d'autres, ou pour créer des biens publics, ou je ne sais quoi. Et donc, on va à l'encontre de l'institution centrale du capitalisme, qui est le droit de propriété. Et je reviens à mon discours de base, qu'on a eu au début de la conversation, qui est que, du coup, on va faire de l'interventionnisme dans le marché, on va saper le fonctionnement de cette horlogerie très très fine, et parce que ça va créer des situations indésirables, en tout cas pour certaines personnes, il va se trouver une nouvelle demande d'interventionnisme politique à laquelle un homme politique va répondre par une offre de plus de taxation, de redistribution, d'inflation, de déficit, de limitation de la liberté contractuelle, de limitation des droits naturels, etc., etc. Et donc, quelque part, le capitalisme allié à la démocratie, on sème les graines de sa propre destruction. Et à l'inverse, je suis pas sûr que ce soit le cas dans une république constitutionnelle non démocratique. Et la différence entre les deux est un point qui est, à mon avis, essentiel. La plus grande arnaque qu'on vous ait jamais racontée, c'est de vous faire croire que ce qui vous rend libre, ce qui vous rend votre vie désirable, parce que le génie de l'Occident, c'est la démocratie. Pas du tout. Le génie de l'Occident, c'est les républiques constitutionnelles, c'est-à-dire un état de droit dans lequel vous avez des droits inaliénables, vous avez l'isonomie, c'est-à-dire que tout le monde est soumis à la loi, y compris l'État et ses représentants, et dans lequel, du coup, on a la séparation des pouvoirs pour permettre la liberté en tant qu'objectif politique. À l'inverse de l'idée de la conception politique française qui a accouché la conception moderne de la démocratie représentative, qui est l'intervention de l'État pour faire le bonheur des gens. Et pour faire le bonheur des gens, vous devez à l'encontre de leur liberté, parce que, par exemple, vous allez devoir prendre un pôle pour redistribuer à Jacques, vous allez devoir interdire
à Paul de faire telle ou telle activité parce que ça pourrait nuire à la vision du monde de Jacques ou à sa sensibilité ou je ne sais quoi. Vous allez devoir limiter le discours de Paul parce qu'il pourrait offenser Jacques et vous arrivez aux lois de censure, à la fin du capital, vous arrivez à la fin des droits de propriété, il n'y a plus de liberté d'expression, etc., etc. Bref, vous arrivez dans le socialisme et en bout de course le communisme comme d'habitude. Et ce qu'on aurait dû protéger, ce que les révolutionnaires français ont voulu créer, ce qu'il y a écrit en préambule de la déclaration de 1789, c'est convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont partout et toujours la cause du malheur des hommes. C'est ça qui est écrit. C'est pas l'absence de revenus universels et le fait qu'il n'y ait pas de frites à la cantine pour tout le monde, c'est ça la grande plaie de l'humanité. Et donc on va devoir créer l'État pour prendre des frites à celui qui en a le plus et en donner à celui qui en manque. La démocratie est une arnaque. Je sais pas comment le présenter autrement. À la limite, sur des territoires d'une certaine taille, avec une certaine culture, une garantie d'état de droit très fort, comme ça peut être le cas en Suisse par exemple, la démocratie directe peut être intéressante. Mais pour moi, la démocratie qui n'a pas de limite constitutionnelle sur ce que le peuple peut créer comme loi, ça finit nécessairement, comme Schumpeter l'avait imaginé, avec un dictateur, un Comintern, une classe intellectuelle qui sert de propagande, de propagandiste pour le pouvoir en place, et des êtres atomisés qui sont en réalité, en pratique, peut-être pas en nom, des esclaves de ces apparatchiks et de ces dictateurs. Ça s'appelle la France. Ou l'URSS, mais peu importe, c'est les mêmes systèmes en fait. Ouais. C'est juste que vous regardez pas le film au même moment. Ok, ouais. Nous, il y a une question qu'on se posait, parce que pour le vous coup, posez beaucoup de questions. On s'en pose beaucoup. Mais celle-là, elle est importante parce que c'est vrai que moi-même, j'étais en train de me questionner, bon, j'ai pas passé des heures non plus, c'est qu'on retrouve, qui a rien à voir avec ce qu'on dit d'ailleurs. C'est juste que on retrouve souvent chez les Autrichiens, pour justifier que le planisme central est une aberration, le fait que l'information auprès des entrepreneurs est locale. C'est-à-dire que l'entrepreneur sera bien mieux renseigné sur l'information qu'il va capter auprès des gens qu'une institution centrale, etc. Et toi, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit oui, mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'heure de l'intelligence artificielle, où aujourd'hui on peut ingérer des pétaoctets de données sur tous nos mouvements, l'information, elle est peut-être plus si locale que ça. Et même pire que ça, est-ce que si on se projette dans le futur, qu'on voit encore 10, 20, 30 ans, vu la vitesse à laquelle ça va, est-ce qu'il y a un moment donné, ça va pas être légitime de se dire... C'est une IA qui organise l'économie, c'est une IA qui nous organise. Fait la planification centrale. C'est ça. Ouais, alors ce débat, je vais l'avoir pendant 20 ans. Avec les socialistes de tous les obédiences, les progressistes, les utopistes technologistes, etc., etc. Parce que le problème, c'est pas un problème d'utilisation de l'information, c'est un problème de production de l'information. Et c'est là qui est toute la subtilité qui fait que l'idée de Mises, l'impossibilité du calcul économique en régime socialiste, qui date de 1919, ne peut pas être rendue obsolète par une évolution technologique, parce que c'est pas une question d'obtention et de traitement de l'information, c'est pas une question de puissance de calcul et de nombre de capteurs, c'est une question de production de l'information. L'IA ne peut pas vous dire si le gars au bout de la rue, il préfère les pains au chocolat ou les croissants. La seule manière de savoir ça, c'est qu'il rentre dans la boutique et qu'en situation, avec des prix de marché, il décide sciemment et librement de dire « Je suis prêt à sacrifier X Satoshi pour obtenir en échange ce croissant, ou X Satoshi pour obtenir en échange ce pain au chocolat. » Et donc, la valorisation relative dans la situation, à ce moment-là, si j'en paye le coût d'opportunité que j'ai du croissant par rapport au pain au chocolat, c'est celle-là. Et lorsque je fais l'acte d'achat, et que du coup, je vais donner de la monnaie au commerçant, ça va s'enregistrer dans son revenu, et ça va venir valider ou non son plan de production, de créer une boulangerie à cet endroit, de fabriquer le matin plus de croissants ou moins de croissants, plus de chocolat ou moins de pain au chocolat avec telle farine ou telle farine, sans gluten ou avec gluten, de mettre la devanture, d'ouvrir de telle heure à telle heure, et que sais-je, toutes les décisions managériales qu'il peut prendre et entrepreneuriales pour organiser sa production vont nécessairement être validées par un acte de consommation fait dans le contexte d'un libre marché où quelqu'un peut sacrifier et représenter un coût d'opportunité librement. Et c'est ça qui produit cette information, qui va la disséminer, qui fait qu'il va faire faillite ou pas, que du coup son local va rester une boulangerie ou va être utilisé par quelqu'un d'autre pour devenir un garage, etc., etc. Et sans la production locale de cette information et son utilisation dans un monde de destruction créatrice, on en revient à Schumpeter, où le capital peut être réalloué
a son utilisation la plus efficiente dans le contexte d'un calcul économique qui, par l'arithmétique des pertes et profits, valide les plans de production des entrepreneurs. Sans ça, il ne peut pas y avoir de rationalisation de l'utilisation de la production. Et comme disait Mises, vous allez obtenir une économie planifiée où vous allez planifier le chaos. Parce qu'il s'en ressortira nécessairement, il en ressortira nécessairement pour tout le monde le chaos et la pauvreté. Et en fait, l'IA n'y change rien. Parce que c'est vraiment la liberté dans le contexte des droits de propriété et d'une monnaie saine qui permet de produire une information non biaisée, non bruitée sur la réalité sur le terrain des phénomènes économiques. Et ensuite, elle va être cristallisée dans les prix, le marché va faire sa magie, et les pertes et profits vont faire le reste, les faillites, les entrepreneurs qui se battent motivés par le profit pour réallouer le capital, créer les structures de production les plus efficientes possibles. Et c'est pour ça que Mises disait, ce qu'il a démontré, logiquement, c'est que sans prix pour les facteurs intermédiaires de production, donc le facteur intermédiaire de production, c'est mon four à pain, c'est ma tonne de farine de blé, c'est dans l'exemple de la boulangerie. En fait, on ne peut pas du tout déterminer, ou le loyer de la boulangerie, on ne peut pas du tout déterminer quelle est la structure de production la plus efficiente. Et pour avoir des prix pour les facteurs intermédiaires de production, il faut des prix libres pour la consommation, parce que le prix d'un facteur de production, c'est son rendement marginal. Donc la valeur d'une machine qui fabrique des bagnoles, c'est le nombre de bagnoles que vous allez pouvoir produire au prix auquel vous allez pouvoir les vendre. Parce que la machine, elle sert qu'à fabriquer des bagnoles, vous n'allez pas la manger. Et donc, si vous n'avez pas de prix à la consommation, vous n'avez pas de prix pour les facteurs intermédiaires de production, si vous n'avez pas de prix pour les facteurs intermédiaires de production, vous allez finir dans un goulag. C'est comme ça. IA ou pas IA, désolé. Pas mal. Puis moi, comme ça, intuitivement, je me dis mettre tout le pouvoir décisionnel dans les mains d'une IA, alors que elle est totalement, elle a rien à voir avec nous. Elle n'est pas organique, elle n'est pas sur ce qu'elle consomme. Elle n'a pas d'expérience sensorielle humaine. C'est ça. Ouais. Genre, il y a trop de danger en fait à lui donner du pouvoir, alors qu'au final, elle n'est même pas capable de ressentir ce qu'on ressent, et on sera en plus sûrement jamais capable de vraiment vérifier qu'elle nous comprend. Elle pourra toujours feindre. Et alors qu'on sait très bien qu'au fur et à mesure comme ça avance, elle se complexifie autant quasiment que notre cerveau, et en fait on sait juste pas ce qui se passe dedans. Et donc lui donner le pouvoir, pour moi ça serait vraiment une catastrophe. On pourrait jamais savoir quelles sont vraiment ses intentions en plus. Une machine n'a pas d'intention. Vous savez, dans le débat, comment ils appellent ça, intelligence artificielle forte, c'est on arrive en gros à répliquer un humain dans du silicium. Pour moi, ce qui fait que c'est peine perdue, c'est que l'intelligence, au sens la capacité de raisonnement, peut être émulée. On peut créer des circuits logiques et des réseaux de neurones dans des portes logiques en silicium, donc ce qu'on appelle une IA qui tourne sur des cartes graphiques, etc., etc. C'est exactement ça. Pour la petite anecdote, moi je bossais c'est dans ça que je bossais avant Bitcoin. Et par contre, ce qui fait que vous agissez, ce qui fait que vous allez même développer une pensée, c'est une intention, qui en général est la réponse à un stimuli extérieur. Et le fait qu'on soit capable d'avoir cette conversation-là, et que j'ai même choisi d'être là, etc., que je sois capable de développer une morale et tout ça nécessite que j'ai une conscience, c'est-à-dire une capacité à penser que je pense. C'est une sorte de méta-pensée, une sorte de rétroaction de la pensée sur elle-même. Et honnêtement, j'ai un doute personnel énorme, mais ce serait une discussion philosophique très très longue qu'on aura avec plus de verres d'avance. Je suis pas certain que la conscience puisse se développer sans l'expérience sensorielle dont tu parlais, et sans avoir justement cette sensation de douleur, de peine, de mort, de vie biologique, de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de pensée qui rétroagit sur elle-même parce qu'elle est un phénomène fondamentalement biochimique et biologique à la base. Je pense pas que ça puisse être répliqué artificiellement, parce que on peut quasiment démontrer par l'absurde que dès lors qu'on est capable de le comprendre, ça s'éteint. Et pour pouvoir le mapper, il va falloir pour pouvoir le créer, il va falloir d'abord le comprendre dans ses moindres détails. Et je pense qu'on peut aller très loin dans la capacité d'émulation de fonctions cognitives qu'on appelle habituellement l'intelligence, l'inférence, la déduction logique, l'analyse sémantique, qui consiste essentiellement à donner un sens aux mots en fonction du contexte dans la phrase. Et ça, c'est quelque chose qu'on me mathématise. C'est pour ça qu'on a des LLM aujourd'hui, qui en fait émulent la manière dont nous, on fait de la sémiologie, c'est-à-dire qu'on donne du sens aux mots.
Mais c'est pas de l'intelligence au sens, on va dire, large qu'on donne souvent à ce terme-là. Et plus qu'être intelligent, les êtres humains sont conscients et sensoriels. Faut vraiment qu'on fasse une autre vidéo là-dessus. Mais je suis pas expert de ça, hein, honnêtement. C'est juste, j'ai un avis très fort sur le sujet, mais c'est une opinion. Non, mais c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir... C'est le fait d'avoir des... Non, mais bon, c'était même pas vidéo. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement ce genre de réflexion qui permet après d'ouvrir l'esprit de tout le monde. Même, de toute façon, voilà, sur tout ce qu'on dit, on prétend pas avoir la vérité absolue. Mais ça donne matière à tout le monde de se poser les bonnes questions. Surtout quand on nous sert généralement des discours un petit peu... voilà, qui vont dans un seul sens. Donc je trouve que c'est important. Moi, je voulais peut-être conclure sur Bitcoin. Et en plus, c'est un poncif qui me troue le cul. Au même titre que l'or, Bitcoin a une politique désinflationniste. En sachant que l'or, c'est pas le cas. Et beaucoup de personnes qui donc sont pas favorables à toutes les théories autrichiennes, notamment sur le sujet de la déflation, vont nous dire si on adopte le Bitcoin, va y avoir de la déflation. Bon, c'est une catastrophe, ça on est au courant. Mais qui plus est, en plus, ça incite à la thésaurisation parce que moi, demain, je serais plus incité à stocker mon Bitcoin qu'à investir dans Apple parce que de toute façon, je sais que mon Bitcoin s'apprécie. Et eux, en gros, ils font du coup un constat que si on va favoriser la thésaurisation, il y aura plus d'investissement. Qu'est-ce que tu penses de ce poncif ? En fait, le problème, c'est que ce qu'ils appellent thésaurisation, ce qu'on appelle l'épargne, donc juste pour clarifier, quand vous achetez une action, c'est de l'investissement, vous supportez un risque. Si vous gardez de la monnaie, soit forme liquide ou autre, peu importe, en prévision de vous dire, tiens, j'en aurais peut-être besoin pour mes vacances, pour plus tard, pour que sais-je, ça c'est de l'épargne. Donc l'épargne, c'est juste, on accumule le bien le plus liquide pour lutter contre l'incertitude future, et l'investissement, c'est on utilise son épargne liquide qu'on va rendre illiquide, on va la filer à un entrepreneur qui va l'utiliser pour former du capital, donc créer des biens illiquides, des machines, des machins, etc., par définition, dans l'espoir que l'utilisation économique de ces biens génère un profit, et que donc on va pouvoir avoir une rentabilité sur le capital qu'on a investi initialement. Les ressources que l'entrepreneur investit, c'est la formation de capital qu'il fait, elles ont dû être épargnées avant. C'est-à-dire que les machines qu'il va construire, le métal pour fabriquer ces machines, les ouvriers qui ont un temps fini, rare, qui vont être utilisés pour fabriquer ces machines, et ces ressources doivent être épargnées préalablement. On ne peut pas les inventer avec une presse à imprimer, c'est pas possible. Et donc, de toute manière, pour avoir de l'investissement, il faut de l'épargne. Donc déjà, l'idée que la thésaurisation, qui s'appelle en réalité l'épargne, s'oppose à l'investissement est complètement débile. C'est le préalable et la condition nécessaire à tout investissement. Qu'est-ce qui se passe si vous faites de l'investissement sans épargne ? Donc, par exemple, vous faites de l'investissement par le déficit ou par l'impression monétaire. Ouais. Vous allez juste créer de l'inflation. C'est-à-dire que vous avez toujours autant de ressources qui ont des emplois déjà aujourd'hui. Et vu que vous allez mettre plus de droits en face de ces ressources, vous allez augmenter le prix nominal de ces ressources. L'image que Saifedean donne souvent, que j'aime beaucoup, c'est de dire, c'est pas parce que vous imprimez des tickets supplémentaires pour le Parc des Princes, qui a 47 000 places, vous imprimez 80 000 tickets, magiquement, on va pas pouvoir asseoir 80 000 personnes. Hein. Vous allez juste repool 33 000 personnes. Et c'est un peu la même chose, en fait. On a juste augmenté le droit à contrôler les ressources, mais pas le nombre de ressources nécessaires. Alors que ce qu'on veut faire dans l'économie, c'est augmenter le nombre de ressources disponibles. Et donc, pour ça, il va falloir épargner. Donc, si on produit 100, on épargne 20. Ces 20, si on sait pas quoi en foutre, on les file à un entrepreneur. L'entrepreneur, il crée des machines, machin, il fait des détours de production, il essaye son truc. Si ça marche pas, il fait faillite, le prix des ressources baisse, et parce qu'on se rend compte que leur productivité marginale a baissé, elles sont rachetées par quelqu'un d'autre et ils les réallouent, ils les réutilisent autrement. C'était l'histoire de ma boulangerie d'avant. Et les entrepreneurs, qui réussissent, donc ils font des profits, le consommateur en bénéficie parce que grâce à cette épargne préalable, ça a pu permettre de créer de la productivité, c'est-à-dire plus de biens à des prix inférieurs. Et à ce moment-là, du coup, ça génère des profits. Oh super, l'entrepreneur, il a des profits. Il va épargner, il va pouvoir réinvestir, soit en faisant de l'autofinancement, soit en passant par une institution financière qui va réallouer cette épargne vers d'autres investissements conduits par d'autres entrepreneurs. Donc, en fait, l'épargne est l'action fondamentale de l'économie. Si vous voulez développer le monde et devenir plus riche, à la fois individuellement et collectivement, faut commencer par consommer moins que ce qu'on produit sur chaque période de temps. C'est bizarre, hein, t'as vu que c'est marrant le langage. L'économie, ça commence par économiser. Ouais. Et puis c'est pour ça qu'on en revient au point que
aujourd'hui, on détruit les disincentives à épargner, c'est quelque chose de criminel. Bah, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on maintient notre niveau de vie en consommant du capital. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le cercle vertueux dont je vous parle, on a un cercle néfaste où on émet des droits non gagnés, donc on fait de l'inflation, en pensant que ça va relancer l'investissement ou je sais pas quelle connerie keynésienne. Et en réalité, parce qu'on n'a pas plus créé de ressources, parce qu'on n'a pas incité les gens à épargner, donc à faire des tours de production, etc., on les incite à tirer sur les ressources existantes et à ne pas réinvestir dans l'entretien du capital, parce que le capital physique, il est soumis à l'entropie, donc vous avez une route, n'importe quoi, elle devient de plus en plus vétuste au fur et à mesure que le temps avance. Donc, faut réinvestir pour maintenir le capital à son niveau de productivité. Et donc, normalement, le capital est un stock qui génère un flux, et il doit y avoir un minimum de ce flux qui revient renouveler le stock pour le maintenir à sa qualité initiale, et en plus, un flux supplémentaire qui est épargné pour créer. C'est mon histoire de formation de capital. Ouais. Vous voyez cette idée de stock et de flux? Et aujourd'hui, nous, parce qu'on est dans une économie keynésienne qui méconnaît le fait que le capital existe, que le capital est un stock, et qui ne fait pas la différence entre les flux et les stocks, notamment, parce qu'on mesure la prospérité par un flux. Le PIB, c'est un flux, c'est pas un stock. Mais en réalité, la richesse, c'est votre capacité à produire des biens. C'est pas la quantité de fric qui a été dépensée en une année. Et donc, du coup, on se retrouve avec cette manière inversée de penser les choses, où effectivement, on se dit, oui, on va pouvoir créer de la richesse en imprimant du fric, et peut-être que dans ce cas, faudrait commencer par se demander pourquoi ça se fait qu'il y a encore de la pauvreté dans le monde. S'il suffisait de vouloir pour corriger tous les problèmes de pauvreté dans le monde, on est vraiment des énormes salauds à se retenir de le faire, quoi. Ouais. Je suis d'accord. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à lire sur notre site. Sur notre site ou sur le blog d'Ulrich, qui écrit des articles sur nous, sur le fait que le PIB est un indicateur économique de merde. Assez intéressant. Je seconde cette recommandation. Voilà. Qui est assez intéressant. Et peut-être pour conclure là-dessus, est-ce que tu aurais peut-être une ressource, justement, parce que on a souvent recommandé des livres d'Autrichiens, mais vraiment un auteur ou un ouvrage sur la théorie justement du capital autrichienne qui en parle pas mal. Est-ce que tu aurais une recommandation pour ceux qui nous écoutent pour bien comprendre ces concepts, parce qu'ils sont, pour moi, c'est l'un des concepts les plus fondamentaux et qui mérite toute... Alors, si vous lisez l'anglais, ouais. allez sur uncerto.com, c'est le site personnel d'Alan Farrington, et lisez tous ses articles. C'est pas un économiste, c'est un mec qui a pratiqué la finance, qui est bitcoiner, qui a écrit Bitcoin is Venice, c'est ça? Voilà, qui a écrit Bitcoin is Venice. C'est personnellement un de mes très bons amis et une des personnes qui m'a le plus aidé à comprendre tous les sujets dont on parle. Et il a une capacité à expliquer avec une simplicité des concepts à la fois complexes, et il le fait de manière brillante. Et parce que c'est pas un économiste, c'est pas, voilà, il y a moins de jargon, c'est plus facile à lire, c'est des articles, c'est pas trop long en plus. Bon, malheureusement, ils ont pas encore été traduits. Donc, si vous voulez des ressources en français là-dessus, sur la théorie du capital, je vous conseillerais de lire. C'est pas facile. Il y a pas mal de chapitres dans l'école autrichienne de Jesus Huerta de Soto qui lui est traduit en français, où il explique le raisonnement sur les étapes de production et la structure de capital, les préférences temporelles, la nécessité de l'épargne avant l'investissement, qui est très très bien. Sinon, peut-être The Dao of Capital en anglais, qui s'appelle La Dao du Capital, qui a été créé par un gars qui s'appelle Mark Spitznagel, qui comprend hyper bien les Autrichiens, qui est autrichien d'origine, qui est un financier qui a créé un fonds qui s'appelle Universa, je crois, qui est juste très attardé sur Bitcoin, mais par contre, il comprend très bien l'économie, qui a écrit un bouquin, peut-être qu'il est disponible en français, qui s'appellerait, je pense en français, La Dao du Capital, qui illustre très bien, qui est plus un bouquin d'explication quand même, avec des exemples historiques. Ça parle de Napoléon, ça parle de Tai Chi, ça parle d'industrie forestière, ça parle de mythes germaniques pour expliquer les détours de production, Böhm-Bawerk, Menger, tous ces trucs-là. Okay, ouais. Ça, c'est top, si vous arrivez à le trouver en français. Ok. Bon à savoir. Et est-ce que tu aurais peut-être deux autres références pour prolonger, on va dire, la discussion qu'on a eue là, globalement, des livres... Bon, après, moi, je pensais peut-être à La route de la servitude d'Hayek, qui résumait bien tout le début sur le socialisme. Est-ce que tu aurais peut-être une autre référence pour ceux qui nous écoutent? C'est vrai que l'école autrichienne de Huerta de Soto, il est très bien aussi.
La loi de Frédéric Bastiat. Ouais, va falloir qu'on soit sponsorisé, parce qu'on le recommande dans toutes les vidéos. Moi, je pense, franchement, si vous débutez sur les sujets d'économie, de philosophie politique et tout, lisez Bastiat. La loi, sophisme économique, harmonie économique. Ce qu'on voit, ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Bastiat, c'était peut-être l'économiste qui écrivait le mieux. C'est tellement agréable de le lire, parce que c'est que du bon sens, c'est écrit en bon français, c'est simple. Sinon, une recommandation, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, c'est pas de l'économie. Ok. Mais je pense que c'est un livre qui est très intéressant à lire de nos jours. Il y a beaucoup de passages qui peuvent donner un peu froid dans le dos parce que... Je pense que c'est nécessaire. Parce que il décrit des phénomènes sociaux. Donc, pour remettre dans le contexte, l'archipel du Goulag, c'est un livre où Solzhenitsyn explique en fait qu'est-ce que c'était l'URSS et vraiment comment la vie se passait à l'époque et le régime, les goulags, etc. Et notamment sur la propagande, l'atomisation de la société, les sujets dont on a parlé. Lui, il va pas le théoriser, mais il va vous faire sentir cette déshumanisation et cette atomisation de la société qui permet d'installer le totalitarisme et dont il est si difficile de sortir. Je pense que c'est quelque chose qui commence à se répandre dans nos sociétés. Donc, c'est une bonne idée de relire Solzhenitsyn. Alors, bon, je préviens d'avance, même en édition abrégée, l'archipel du Goulag, c'est 1000 pages. Okay. Mais à mon sens, c'est un des meilleurs livres. Et en fait, de plus en plus, mais peut-être parce que j'ai trop lu de bouquins d'économie, de philo, etc., mais de plus en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de vertus à lire de la littérature classique pour comprendre ces sujets. Ouais, ou peut-être la grève d'Ayn Rand. Ouais, la grève. Atlas Shrugged, ouais, carrément. Qui est plus romancé. Peut-être plus, ouais. Peut-être, c'est un pavé aussi, mais c'est plus facile à lire. Ouais. Peut-être, Atlas Shrugged, la grève, c'est un super livre à lire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour cet échange qui aura duré un bon bout de temps. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Merci encore pour l'invitation. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-nous-le nous savoir. Un petit like. N'hésitez pas à suivre Théo sur Twitter. Théo Mojnet. Avec ou sans underscore entre Théo et Mojnet? Non, tout attaché. Tout attaché. T-H-E-O, M-O-G-E-N. Tout attaché. Allez faire un tour chez Bull Bitcoin si vous voulez aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires s'il y a des points complexes parce que on a abordé plein de sujets. Puis voilà, abonnez-vous, vous connaissez la musique et nous on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.